Bonjour et bienvenue dans ma page Facebook Les mathématiques en couleur. Et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube avec le lien qui est donné. Aujourd'hui, on va voir un des théorèmes les plus importants qui est souvent posé dans les problèmes de baccalauréat. C'est le théorème des valeurs intermédiaires. Et on va essayer d'interpréter graphiquement ce théorème. Et bien sûr, ce théorème a des conséquences qui sont quelquefois plus importantes que le théorème lui-même. Donc, théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on a une fonction qui est continue sur l'intervalle AB thermique. Donc, toute fonction qui est continue sur un intervalle AB permet, elle atteint ses bornes. Elle atteint la borne inférieure qui est la valeur petit m et la valeur supérieure qui est grand M. On va utiliser le mot intermédiaire. Pour toute valeur intermédiaire qui est comprise entre petit m et grand M, si on prend n'importe quel cas comprise entre petit m et grand M, une valeur intermédiaire. Alors, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C égale cette valeur de K. Par exemple, ici, on a pris une valeur intermédiaire qui est entre petit m et grand M, qui est la valeur 1. Regarde ici, on va par la suite expliquer graphiquement le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, cette valeur 1 a trois antécédents. C1, C2 et C3. On a f de C1 égale 1, f de C2 égale 1 et f de C3 égale 1. Il existe au moins un réel C, au moins un. Au moins un, ça veut dire un ou plusieurs. Tel que f de C égale K. Voici donc, pour toute valeur intermédiaire, K comprise entre sa valeur minimale et sa valeur maximale. Toute valeur intermédiaire. Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui est entre deux choses, donc entre petit m et grand M. F de C1 égale F de C2 égale F de C3, pardon, ici C3 égale la valeur de K donnée. Donc ici, il existe trois valeurs, C1, C2 et C3, telles que f de C1 égale f de C2 égale f de C3 égale la valeur 1. Si on prenait une autre valeur intermédiaire entre cette valeur petit m et cette valeur grand M, par exemple ici, dans notre graphique, c'est K égale 2. Pour la valeur 2, il existe ici deux valeurs, on appelle alpha 1, et une deuxième valeur, alpha 2, telle que f de alpha 1 égale la valeur moins 2, et f de alpha 2 égale la valeur moins 2. Donc, c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Si on prend n'importe quelle valeur entre petit m et grand M, entre sa valeur minimale et sa valeur maximale, il existe au moins un réel C, tel que f de C égale cette valeur qui est comprise entre petit m et grand M. L'interprétation graphique de ce théorème des valeurs intermédiaires. Si f est une fonction continue sur AB, c'est f sa courbe représentative dans un repère orthogonal OJ. La droite horizontale y égale k, avec k appartenant à petit m, grand M, intermédiaire entre petit m et grand M, coupe au moins une fois la courbe CF sur la droite, sur l'intervalle AB. Regardez ici, si on prend une droite horizontale y égale k, elle coupe la courbe au moins une fois, deux fois et trois fois. Si on prend celle-là, elle coupe au moins une fois, elle la coupe en deux points. Donc, c'est ça tout simplement l'explication graphique ou bien l'interprétation graphique du théorème des valeurs intermédiaires. Pour toute valeur intermédiaire entre la valeur minimale et la valeur maximale, toute droite, y égale horizontale, elle coupe au moins une fois la courbe sur l'intervalle AB. Voici donc pour le théorème des valeurs intermédiaires et son interprétation graphique. Bon, maintenant, on va essayer de voir quelques conséquences qu'on appelle aussi le théorème des fondamentales, intersection de la courbe avec la droite des abscisses.
Bon, on a ici toujours une fonction qui est continue sur l'intervalle AB, c'est-à-dire on la trace sur l'intervalle AB sans lever la main. Tel que f de A est un nombre négatif, f de B est un nombre positif. Deuxième condition, donc on a deux conditions ici, f continue sur AB, f de A négatif, f de B positif, ou bien le contraire, f de A positif et f de B négatif. C'est-à-dire, puisque la fonction continue, on va passer d'un point au-dessous de la droite des abscisses vers un point au-dessus de la droite des abscisses. Et comme c'est continu, on doit forcément passer par la droite des abscisses. Ici, f continue sur l'intervalle AB, f de A fois f de B est un nombre négatif, c'est-à-dire f de A et f de B sont de signes contraires, alors la courbe, elle coupe au moins une fois la droite des abscisses sur l'intervalle AB. Alors, il existe au moins un réel alpha tel que f de alpha égale 0. Ici, il existe trois valeurs. Regardez, alpha 3, f de alpha 3 égale 0, f de alpha 1 égale 0 et f de alpha 2 égale 0. Tout simplement, l'interprétation graphique, si une fonction est continue sur l'intervalle AB et f de A fois f de B est un nombre négatif, la courbe CF coupe au moins une fois l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. Voici donc ce théorème qui est un théorème des plus importants, mais il y a plus important que lui, c'est la conséquence de ce théorème-là. Donc, c'est un théorème à deux conditions. Et c'est tout simplement la courbe coupe au moins une fois la droite des abscisses. Si on veut, on peut faire ça d'une manière un peu spéciale, donner un petit exemple. Par exemple, si on est dans un lycée où il y a trois portes, une porte, deux, trois. On est à l'intérieur du lycée, on veut sortir à l'extérieur par la première porte. Donc ici, bien sûr, on continue sans sauter. On est obligé de marcher, on passe par la première porte, on sort à l'extérieur, on va vers un café, par exemple, on prend un café, puis on revient au lycée en empruntant la deuxième porte. On va dans la salle de classe, on étudie une heure ou deux, et puis on ressort par la troisième porte du lycée, quand il y a trois portes, et on va à la maison. On est obligé de passer par des portes. Si on est à l'intérieur du lycée et qu'on veut sortir à l'extérieur, donc on est obligé de passer par les portes. Ça, c'est un point au-dessous de la loi des abscisses, on est au lycée, et là, c'est l'extérieur. Donc, on est obligé de passer par les portes pour aller ou revenir, donc d'une manière générale. Voici donc un petit exemple de ce théorème. On va passer à un théorème encore, on va rajouter une troisième condition. Au théorème précédent, on rajoute une troisième condition qui est la strictement monotonie. C'est-à-dire si f, c'est un théorème à trois conditions, c'est le théorème le plus utilisé dans les exercices de baccalauréat, si f est une fonction continue sur l'intervalle AB, strictement monotone sur l'intervalle AB, c'est-à-dire strictement croissante ou bien strictement décroissante. Et f de A fois f de B est un nombre négatif. Regardez ici l'illustration graphique, et puis on va donner l'interprétation. Là, c'est une fonction qui est strictement croissante. Elle est continue aussi, sans lever la main. Donc, on la trace sans lever la main. Et puis, f de A fois f de B est un nombre négatif, c'est-à-dire que f de A, dans cet exemple-là, est négatif. F de B, il est là, il est positif. Alors, il existe ici un unique réel alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB, tel que f de alpha égale 0. C'est-à-dire, d'une manière générale ici, si une fonction continue sur AB, strictement croissante, ici dans le cas, on est dans le cas strictement croissant sur AB, f de A est négatif, f de B est positif, donc f de A fois f de B est un nombre négatif. Voici les trois conditions pour l'utilisation de ce théorème-là. On dit alors, il existe un unique réel alpha appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de A égale 0.
regardez ici, f est continu sur AB fermé, strictement monotone sur AB fermé, mais alpha appartenant à AB ouvert. Je me demande pourquoi. Vous pouvez poser la question pourquoi alpha appartient à un intervalle AB ouvert. Parce que si alpha égale A ou bien alpha égale B, on aura f de A égale 0. Et si f de A égale 0 ou bien f de B égale 0, la troisième condition ne serait plus vérifiée. On aura f de A fois f de B égale 0. Alors, la troisième condition n'est plus vérifiée. C'est pour ça que alpha appartient toujours à l'intervalle ouvert AB. Théorème à trois conditions, continuité, strictement monotone, croissante, strictement croissante ou strictement décroissante, et tel que f de A fois f de B est un nombre négatif. Et l'interprétation graphique, c'est-à-dire si on a ces trois conditions, la courbe coupe une seule fois la droite des abscisses sur l'intervalle AB. Là, on est à l'intérieur de la maison, on sort à l'extérieur et on ne revient pas. Donc, on va passer une seule fois par la porte. C'est un des théorèmes les plus importants, c'est le théorème le plus utilisé. Donc, voici les trois conditions, étoile 1, étoile 2, étoile 3. On les énumère, puis on donne la conclusion que l'existence est l'unicité. Donc, il existe et il est unique, le réel appartenant à B ouvert tel que f de alpha égale 0. Voici donc la courbe CF coupe une seule fois l'axe des abscisses sur l'intervalle AB. Donc, le théorème 3 et 4 nous permettent de déterminer le nombre de points d'intersection de la courbe avec la droite des abscisses quand l'équation f de x égale 0 est difficile, voire impossible par le calcul. Pourquoi on a souvent recours au théorème, à la conséquence d'un théorème des valeurs intermédiaires? C'est uniquement pour déterminer le nombre de points d'intersection de la courbe avec la droite des abscisses. Ici, il y a un seul point d'intersection. Dans ce cas-là, le théorème a deux conditions. On peut avoir plusieurs points d'intersection de la courbe avec la droite des abscisses. Bien sûr, si on passe d'une valeur au-dessous de la droite des abscisses à une valeur au-dessus de la droite des abscisses et d'une manière continue, forcément, on doit passer par l'axe des abscisses. Quelquefois, résoudre l'équation f de x égale 0 par le calcul est impossible. Donc, on a recours à ce théorème-là pour dire qu'on a vraiment un point d'intersection avec la droite des abscisses. Quand la résolution est impossible par la résolution algébrique, on a recours souvent à ce théorème-là qui est très, très important et qu'on utilise souvent dans l'exercice de maths. Bon, on va essayer de voir un petit exemple où on va déterminer, donc, utiliser ce théorème-là et vous allez voir encore l'utilité de ce théorème pour chercher le signe d'une fonction sur un intervalle comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, soit une fonction toute simple, g de x égale 1 moins x carré exponentielle x, montrer que g' de x égale, on déduire le signe de la dérivée g' de x et dresser le tableau de variation de g, montrer que l'équation g de x égale 0 admet sur R une unique solution alpha, vérifier que alpha est compris entre 0,7 et 0,8, et puis on déduire le signe de g de x suivant les valeurs de x. Voici donc une question fréquemment proposée dans l'exercice de baccalauréat pour les futurs bacheliers. Bon, on va calculer la dérivée. La dérivée, donc, la dérivée de 1, c'est 0. Et là, c'est la dérivée d'un produit. Donc, on a le signe moins, on le garde à l'extérieur. La dérivée de u fois v égale u' fois v plus v' fois u. On dérive donc, on laisse le signe moins à l'extérieur, on ouvre une parenthèse, on dérive de x carré, la dérivée c'est 2x, u' fois v fois ex, plus la dérivée de ex, qui est elle-même, c'est ex fois x carré. Et quand on prend ex, on a ex en facteur, on peut prendre aussi x, ex en facteur. Donc, ex en facteur, ça nous fait moins x carré, moins 2x, exponentielle de x. X est un facteur en commun. Donc, comme ex est toujours strictement positif, alors le signe de la dérivée, c'est le signe du
polynôme du second degré moins x carré moins 2x. Et on a déjà proposé une vidéo sur le signe d'un trinôme, c'est-à-dire d'un polynôme du second degré. On calcule les racines. Ici, on n'est pas obligé de calculer delta. On voit bien qu'on a un x en facteur. X facteur de moins x moins 2 égale 0. Ça nous donne x égale 0 ou x égale moins 2. On fait un tableau de signes de moins x carré moins 2x. On a vu déjà, ici, on a les racines sont moins 2 et 0. Et on applique la règle signe de a à l'extérieur des racines. A, c'est le coefficient de x carré qui est négatif. Donc, ça va être, on apprend une seule phrase, signe de a à l'extérieur. On met le signe moins à l'extérieur, puisqu'il est négatif, vous le voyez bien. Négatif à l'extérieur, et quand on trouve le signe à l'extérieur, on change à l'intérieur, et donc c'est positif à l'intérieur. Donc notre fonction sera décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2, croissante sur l'intervalle moins 2, 0, et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà donc le tableau de variation, bien sûr. On va le remplir à l'aide des limites et des images. Limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Ici, là c'est 1, plus l'infini au carré c'est plus l'infini. La limite de ex quand x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini fois plus l'infini c'est plus l'infini. Avec un signe moins, ça donne moins l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée. On met ici, donc en plus l'infini c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini, là, c'est une forme indéterminée, x carré ex. Bien sûr, ici, on utilise le théorème des croissances comparées. Donc, x carré est considéré comme une constante par rapport à ex, la limite de x carré ex. Voici la formule générale. Théorème des croissances comparées, limite de xn ex quand x tend vers moins l'infini, c'est toujours égal à 0. Donc, ça, c'est égal à 0. Là, on a g de x égale 1. On peut déduire que la courbe admet une asymptote horizontale d'équation y égale 1. La vidéo sur les asymptotes, elle est aussi dans ma chaîne YouTube. Donc, on peut affirmer que la droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe. Quand on a x tend vers l'infini, f g de x tend vers un nombre, y, on dit y égale 1, est une asymptote, horizontale au voisinage de moins l'infini. On calcule les images. L'image de moins 2, on calcule f de moins 2, on remplace x par moins 2, ça donne 1 moins 4 moins 2 qui est un nombre positif. Il lui donne un nombre positif, g de 0, on remplace x par 0, ça donne 1 moins 0, ça fait 1. Et on les pose ici, ça c'est le minimum, et ça c'est le maximum de cette fonction sur un intervalle bien déterminé, comme moins 2 alpha par exemple. Bon, ça c'est le tableau de variation. On vous dit montrer que l'équation g de x égale 0 admet sur R une solution unique alpha. On regarde ici, donc on peut le voir ici, surtout sur le tableau de variation, et on va poser cette valeur-là sur le tableau de variation. Comme ce nombre est positif, vous voyez bien ici qu'on a un minimum strictement positif, donc sur l'intervalle moins l'infini 0, donc c'est un minimum strictement positif, là c'est positif, on n'a pas de 0. De 1, on descend vers un nombre plus petit que 1 et qui est positif et on remonte vers 1. Donc là, g de x est strictement positif. Et là, regardez ici, on descend de 1 vers moins l'infini. Si on descend de 1 vers moins l'infini, bien sûr, d'une manière continue, on va passer par 0. Voici la valeur de alpha. Et on la met toujours quand on vous donne ce théorème-là et cette question, on pose toujours le 0 sur les flèches là où il se trouve. Voici donc, et on conclut ici, ça c'est un travail rapide, direct et à partir du tableau de variation, on conclut que sur R, on a un seul 0. G de x égale 0 admet une unique solution. Là, c'est toujours positif et là, de 1 descend vers moins l'infini. On doit passer par 0. Donc,
l'équation admet une seule solution. Ça, c'est d'une interprétation rapide à partir du tableau de variation. On va essayer de le voir maintenant d'une manière explicite et d'une manière, on donne bien sûr ici comment interpréter cette question et comment la rédiger. Donc déjà, on a vu que la fonction g admet sur moins l'infini 0 un minimum absolu égal à 1 moins 4e moins 2 qui est strictement positif. Donc ici, on va prendre cette partie toute seule, de moins l'infini à 0. On a un minimum strictement positif, c'est-à-dire la plus petite valeur de g de x sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est le nombre 1 moins 4e moins 2 qui est un nombre positif. Donc on peut conclure, regarde ici avec la couleur rouge, que toutes les valeurs qui sont là, elles sont plus grandes qu'un nombre strictement positif, donc elles sont positives. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente, l'image dans la détermination du signe du fonction à partir de son tableau de variation. Donc ici, on peut affirmer que g de x et f de x, g de x, pardon, est strictement positif. Pardon, non. G de x est strictement positif. Donc, l'équation g de x égale 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle moins l'infini 0. On n'a pas de 0 sur l'intervalle. On n'a pas de 0 sur l'intervalle moins l'infini 0. G de x est strictement positif. Donc, l'équation n'admet pas de solution. On passe au deuxième intervalle qui est 0 plus l'infini. Et là, c'est le théorème qu'on a vu précédemment. C'est le théorème à 3 conditions. Donc, f est une fonction continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et l'image de l'intervalle, on a vu aussi dans les vidéos précédentes, les images des intervalles, l'image de 0 plus l'infini, c'est moins l'infini 1. La fonction, regarde ici, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini 1 quand la fonction est décroissante. On dit l'image dans ce sens-là du bas vers le haut. Et comme 0 appartient à un intervalle moins l'infini 1, moins l'infini, là c'est une valeur négative, on passe vers une valeur positive. Nécessairement, on passe par le nombre 0. Donc, comme 0 appartient à un intervalle moins l'infini 1, donc l'équation g de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus l'infini une unique solution qu'on appelle alpha. 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc, ce 0-là a un seul antécédent qui est alpha, et on a g de alpha égale la valeur 0, ou bien l'équation g de x égale 0 admet une seule solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme ici, on n'a pas de 0, et là, on a l'équation admet une seule solution, on conclut que sur R, sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. On vous demande le signe. Le signe, comme vous le voyez, toujours avec la méthode des couleurs. Vous pouvez le remarquer. Quelle est la couleur qui nous donne que g de x est positif? Bien sûr, c'est la couleur rouge. Regardez, là, c'est positif. On descend, positif, 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 positif. Et là, on s'arrête donc ici. Donc, ça, sur l'intervalle moins l'infini alpha, g de x est positif. Et sur l'intervalle alpha plus l'infini, regarde ici, c'est la couleur bleue, tous les x qui se trouvent sur cet intervalle, leur image par g est un nombre négatif. On conclut que la fonction de signe de g de x est positive sur l'intervalle moins l'infini alpha. Rouge, toutes les valeurs qui sont sur les flèches rouges sont positives et toutes les valeurs qui sont sur la partie bleue de la flèche, donc g de x est un nombre négatif. Ça, c'est la concentration. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre le 0 dans le tableau de variation et utiliser, si vous voulez, deux couleurs.
de voir des nombres positifs, des nombres négatifs, parce que le 0, il est important et il partage toujours entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Au-dessus de 0, c'est positif. Au-dessous de 0, c'est négatif. La rédaction pour cette question, voilà, donc on a ici conclusion de l'équation J de x admis sur R, une unique solution alpha. Bon, ça c'est la courbe. Bon, ça c'est la fonction représentant la fonction J. Voici la valeur de alpha. Ici, regardez que la courbe CG coupe l'axe des abscisses. L'interprétation, c'est l'intersection avec la droite des abscisses. Ça, c'est la valeur alpha. La voilà. Et la résolution de l'équation J de x égale alpha, on vous demande de montrer que alpha est compris entre 0,7 et 0,8. Là, c'est une question très simple. On calcule l'image de 0,7 et l'image de 0,8. L'image de 0,7 est positive et l'image de 0,8 est un nombre négatif. Donc, on utilise que G de 0,8 égale moins 0,42, G de alpha égale 0, G de 0,7 égale 0,1. Et comme la fonction est décroissante, alors alpha, on change. Alpha sera compris entre 0,7 et 0. Bien, quelquefois, dans d'autres pays, on accepte G de 0,7 fois G de 0,6, G de 0,8 est un nombre négatif, alors alpha se trouve entre 0,7 et 0. Quelquefois, dans d'autres pays aussi, on utilise, d'après le tableau de variation, si x appartient à moins l'infini alpha, g de x est positif, c'est la partie rouge du tableau de variation, et si x appartient à alpha plus l'infini, g de x est négatif, d'après toujours d'après le tableau de variation. Voilà. Bon, pourquoi on utilise ce théorème? Si on vous demandait de résoudre l'équation g de x égale 0 par le calcul, est-ce que vous saurez le faire? G de x égale 0, voici g de x. G de x égale 0, donc comme l'exponentielle ne s'annule pas, donc il faut que, G de x égale 0, on aura x carré de x égale 1, EX égale 1 sur x carré. On ne peut pas résoudre cette équation par le calcul. EX égale 1 sur x2. Parce que si on résout cette équation égale 0, EX égale, on calcule des x avec des x, on peut dire que ln de x, on enlève le e, ln x égale ln 1 sur x2, et là, on ne peut pas faire ça par le calcul. Donc, regardez, on peut faire ça d'une manière gratuite. X égale 1 sur x carré. Là, je vous ai proposé comment chercher alpha d'une autre façon. Ça, c'est, en bleu, c'est la fonction exponentielle, EX. Et en rose, c'est la courbe de la fonction 1 sur x carré. Vous voyez ici que la courbe rose, qui représente 1 sur x carré, et la courbe qui représente la fonction exponentielle se coupe ici. Et cette valeur, elle est bien entre 0,7 et 0,8. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne ce théorème-là qui vous permet de chercher avec exactitude ou bien d'une manière très, très précise l'intersection de la courbe représentant la fonction g avec l'axe des abscisses et la valeur alpha. On peut déterminer aussi cette valeur alpha en résolvant l'équation, mais qui ne donne pas une valeur précise. On a EX égale 1 sur x carré, et cette résolution, on peut la faire que gratuitement. Ça, c'est EX, et ça, c'est qui représente 1 sur x carré. Elle se coupe ici, et donc ça, c'est la valeur de 1. Donc, généralement, on vous donne ce théorème-là, l'intersection de la courbe avec la droite des abscisses, quand l'équation est impossible par le calcul. Et on a vu ça dans la vidéo précédente aussi, l'explication graphique de ce théorème-là.
Voilà, donc remarque, g de x égale 0, 1 moins x carré ex égale 0, on aura ex égale 1 sur x carré. Et cette équation par le calcul, on ne peut pas la faire, on ne peut pas la trouver. On va déterminer la valeur de x, parce qu'on a ex en fonction de x. Si on avait ex égale un nombre, là, on peut résoudre cette équation. Mais là, j'ai tracé la courbe rose, qui représente la fonction ax associée 1 sur x carré, et la courbe bleue, qui représente la fonction ex, et leur intersection me donne la valeur de alpha qu'on vient de déterminer d'une autre façon en utilisant une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Voici donc le théorème des valeurs intermédiaires. Un exemple, exercice, nous donnons comment démontrer que en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Et si vous voulez, comment chercher cette valeur de alpha d'une autre façon autre que l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Voici, ainsi s'achève cette vidéo. Rendez-vous pour les vidéos prochaines et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne des mathématiques en couleur et ma page Facebook du même nom. À bientôt et à la prochaine vidéo.